de décrypter les visages, mais c'est quand même toujours les écologistes. hasardeux. Les écologistes, ils sortent Visiblement ne sortent pas en même temps que les autres et qui vont s'exprimer. Majid Kiat, on va vous retrouver sur place. Écoutez, on sort de cette réunion. Alors, on va se mettre au bon endroit. Là, c'est bon ? Déjà, merci d'avoir patienté. Vous savez dans quel esprit de responsabilité nous sommes venus discuter aujourd'hui. Vous savez que c'est pas forcément naturel pour des écologistes de venir discuter avec des macronistes, avec le parti Les Républicains. Si nous le faisons, c'est parce que nous tenons à ce pays et que nous sommes, comme beaucoup de Français, très inquiets de ce qui se passe en ce moment. Nous sortons de cette réunion sidérés. Sidérés parce que si, comme d'habitude, un tour de table a pu être fait pour que chacun pose un peu ses préoccupations, nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement. Dans tous les sujets qui ont été posés, vous imaginez lesquels ils sont, les retraites, la justice fiscale, le pouvoir d'achat, la justice sociale, l'environnement, que je dois dire, nous avons été bien seuls avec Cyril Châtelain à poser sur la table. C'est près de 43 reculs environnementaux qui étaient enregistrés depuis le début de l'année. Et c'est en 2025, alors que tout le monde sait, irresponsable. Nous avons posé tous ces sujets. Un seul a été traité, celui des retraites. Non pas pour avancer sur une abrogation, vous l'imaginiez. Non pas même pour aborder une suspension. Mais finalement, pour nous dire que peut-être on pourrait décaler dans le temps, donc pas suspendre mais décaler, étaler davantage dans le temps, seulement la mesure sur l'âge et non pas celle sur le nombre de trimestres. Vous comprenez bien que ça ne peut convaincre personne à gauche chez les écologistes autour de la table. Vous comprenez bien que quand Emmanuel Macron à la fin termine, alors que nous avons assisté, comme vous y assistez tous les jours dans les médias, à l'explosion du socle commun, qui n'est plus un socle et qui n'a rien de commun, qu'on appelle plateforme de stabilité, mais enfin de quelle stabilité parle-t-on, de qui se moque-t-on? Et quand M. Macron finit en disant bon je compte, du coup vous êtes autant de parlementaires et vous, en comptant tout le socle commun, vous êtes autant, donc vous restez plus nombreux, alors que ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui, ainsi que Cyril Châtelain, ainsi que tout le monde, c'est un socle commun qui n'est pas stable. Et c'est pas juste nous qui le disons ou qui l'avons constaté cet après-midi, c'est ce que nous avons vu 3 fois de suite. Ce socle commun a été testé et désapprouvé 3 fois. Et la dernière fois, il a implosé. C'est même pas une censure de la gauche. C'est pas que nous aurions pas donné notre confiance. C'est que ils se sont donnés en spectacle et ridiculisés. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables de travailler ensemble. Et donc, quand j'entends Emmanuel Macron, de manière assez stupéfiante, faire sa conclusion en disant dans les quelques heures qui viennent, je nommerai du coup un Premier ministre qui correspond au calcul arithmétique que je viens de vous faire. Enfin, excusez-moi, je suis sidérée. Je suis sidérée, mais je suis aussi extrêmement inquiète. Parce que nous, écologistes, ne prenons pas ça à la légère. On n'a pas de plaisir à faire tomber des gouvernements. On n'a pas de plaisir à voir que, y compris l'hypothèse d'une démission du président de la République avance très fortement dans l'opinion publique, dans les sondages, mais aussi dans son propre camp. On a quand même Édouard Philippe, qui est son premier ministre dans l'ordre chronologique, qui appelle au départ du président. Comment voulez-vous que tout ça se termine bien ? Et comment interprétez-vous le fait que quand vous en êtes là, vous ne soyez même pas capable de faire demi-tour, de vous remettre en question et de voir comment vous pourriez faire différemment ? Et ils sont incapables, en fait, de se remettre en question, incapables de faire quelques bougées que ce soit, alors que ça bouge chez eux. Gabriel Attal, il a bougé, Agnès Pannier-Runacher a bougé, Éric Dupond-Moretti a bougé, Elisabeth Borne a bougé. On a l'impression que plus il est seul, plus il se rigidifie sur sa position initiale. Et si je vous dis que je suis très inquiète, c'est que j'estime que tout ça va très mal se terminer. Parce que 86% des Français trouvent le spectacle navrant. Je pense que nous faisons partie, avec Cyril Châtelain, notre présidente de groupe à l'Assemblée, de ces 86% de Français qui sont navrés. Mais heureusement que les Français n'assistent pas à ce genre de réunion et à la manière dont M. Macron fait sa conclusion. Donc on a compris très clairement que nommer un Premier ministre de gauche ou écologiste n'était pas son option, mais nous continuons de vous dire avec conviction que c'était finalement la seule solution et que s'il ne le faisait pas, ça terminera exactement de la même manière que les fois précédentes. Voilà. Madame Châtelain va vous répondre. Il marche seul.
Écoutez, je pense que... En fait, je veux dire, je pense que le moment n'est pas à répondre à la question d'une censure d'un Premier ministre qui n'est même pas nommé. Enfin, je pense qu'on a besoin d'un peu de clarté dans le moment. On est dans un moment qui est incompréhensible et dans une situation particulièrement inquiétante. Et le rendez-vous que nous venons d'avoir a accentué les inquiétudes que je pouvais avoir, que Marine Tondelier pouvait avoir, et je crois de l'ensemble des participants. Première chose, effectivement, c'était une réunion pour que le président de la République réaffirme, peut-être même presque contraigne les membres du socle commun à continuer à être ensemble. Malgré toute la faiblesse de ce socle et malgré le fait que ce socle nous entraîne depuis 3 ans dans de l'instabilité. Parce que voilà 3 ans que le président de la République s'appuie sur les membres de sa majorité présidentielle et sur les LR. Il y a donc une faute extrêmement forte de sa part, qui est celle du refus du pouvoir. Le Premier ministre sortant s'était appuyé sur le discours de Bayeux et sur le discours du général de Gaulle pour finalement légitimer le fait qu'il fallait regarder vers l'Assemblée. Il avait raison, mais le président de la République oublie un élément important de ce discours qui est que le général de Gaulle considérait que les pouvoirs publics, législatifs et exécutifs devaient être fortement séparés et fortement équilibrés. Eh bien, aujourd'hui, le président de la République nous confirme qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs et qu'il veut continuer à avoir la main sur Matignon et qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs par la nomination. Non mais je pense qu'il faut quand même le dire clairement et c'est ça, cette inquiétude-là. La deuxième chose, parce que, et c'est pour ça que je ne répondrai pas sur la censure, parce que chez nous on discute sur le fond des politiques. Sur le fond des politiques, nous n'avons eu aucune réponse. Aucune réponse sur les questions de l'ambition environnementale, aucune réponse sur la question de la préservation de l'état de droit, aucune réponse sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien. Le seul sujet qui a été abordé est celui des retraites, où pour le moment, l'abrogation a été repoussée, la suspension a été repoussée. Ça, c'est très clair. Et la deuxième chose, et je suis désolée, je vais être un peu technique, mais qu'est-ce qui se passe sur la réforme des retraites? C'est que elle s'applique, en fait, finalement, la borne de 62 ans et 9 mois s'est appliquée à partir du 1er octobre. Et donc, en fait, il n'y a plus de bouger pour le moment en 2026. Et donc, la suspension, effectivement, c'est... ou l'abrogation, c'est en finir avec la réforme, et la suspension, c'est l'arrêter. Eh bien, ces deux choses-là, ils refusent. Et donc, en fait, du moment où ils refusent ça, ça veut dire qu'ils ne bougent sur rien. Est-ce que les Français doivent s'attendre à de nouvelles élections très prochaines ? Alors ça, il faudra demander, c'est de la prérogative du président de la République. Ce que nous, on peut dire en tant qu'écologistes, c'est que nous défendrons une ligne claire s'il y a des élections, une ligne de gauche, une ligne écologiste, et qu'on leur demandera effectivement de donner une majorité à la gauche et aux écologistes pour enfin tourner la page du macronisme. Est-ce que vous avez senti que le président s'orientait vers un gouvernement de Cornu 2 ? Il n'a pas évoqué de nom, mais c'est le même socle. Vous avez demandé un nom ? Non. Et un gouvernement technique, cela a été évoqué ? Non plus, il a été assez clair qu'il n'y aurait pas de gouvernement avec de la droite et de la gauche dedans, parce que je pense que tout le monde a conscience que ça n'a aucun sens. Un conseil des ministres, c'est pas un endroit où on se met d'accord un peu tous les matins pour savoir ce qu'on va bien pouvoir faire la semaine d'après. C'est quand même sérieux ce que doit faire un gouvernement, donc pour nous, ça veut dire être cohérent, être compact, et surtout un gouvernement d'action dans un moment où les macronistes, il faut quand même tourner ce pays en rond depuis maintenant plus d'1 an. Si ça n'avance pas sur nos sujets écologistes, même plutôt ça recule, mais aussi si les carnets de commandes des entreprises ont du mal à se remplir ou les embauches à se faire, c'est parce que tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. Et je vous le dis très tranquillement, s'il renomme, comme il a apparemment l'intention de le faire, quelqu'un de sa majorité, qui n'est en plus même plus majoritaire, ça se terminera comme les fois précédentes. Et donc ça veut dire qu'il continue de nous faire perdre du temps. Et c'est une forme de stratégie d'obstruction d'un Gaulois réfractaire, comme il aimait à le dire, qui a décidé de ne pas rendre de pouvoir et qui continue à alimenter ce pays d'une fable en laquelle plus personne ne croit, une fable de la stabilité. La stabilité, ce serait juste eux. Et donc dans un scénario où tout ce qu'ils ont tenté a échoué, mais en battant des records quand même qui n'avaient jamais été battus dans la Ve République, des choses inédites, et au lieu de se remettre en question, ils expliquent qu'en fait l'urgence est de continuer comme avant. Et je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas. Donc je le dis au président de la République, comme je lui ai dit en conclusion en sortant, et il le sait. Si
s'il ne nomme pas quelqu'un de gauche, les écologistes, on sait bien comment ça finira. Ça finira par une dissolution parce que ça ne marchera pas. Les Voilà. groupes de gauche sont arrivés ensemble, vous repartez séparés. Est-ce que c'est que vous n'avez pas tous la même analyse de la rencontre? Ah, si, on s'est, enfin pour tout vous dire, on s'était assis parce qu'il n'y avait pas de plan de table cette fois-ci, ce qui est assez rare, et on s'est disposé de manière à pouvoir se voir. Et je pense qu'on a déjà communiqué du regard et de la tête pendant toute la réunion, qu'on était très alignés. On s'est beaucoup passé les relais, c'était très compact. Et à la sortie, on a discuté. Alors vous savez que par ailleurs, on a chacun des fonctionnements très démocratiques, propres, et donc ça exige d'aller se concerter aussi avec les uns et les autres. Donc Mme Châtelain avec son groupe, moi avec le parti, et donc on connaît nos troupes qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais on a discuté, on s'est isolé dans une salle avec Fabien Roussel, avec Stéphane Peu, avec Olivier Faure, avec Boris Vallaud, et toutes les deux, pour vérifier qu'on avait bien compris la même chose, que c'est quelque chose de tellement sidérant qu'à un moment, moi je vous dis, quelqu'un serait sorti de cette réunion, si je n'y avais pas assisté et qu'il m'expliquait, je ne le croirais pas. Et donc c'est le genre de réunion où vous sortez en devant dire, vous avez compris comme moi quand même, oui. Bon, donc on a vérifié qu'on avait compris la même chose, on a vérifié qu'on en pensait la même chose, la réponse est oui. Et puis après, la suite nous appartiendra. Voilà. Vous demandez de ne pas censurer, c'était ça. Vous avez dit que c'est pas une suspension, mais en même temps que ça doit s'arrêter. Non, ce qu'on veut expliquer, c'est, alors pardon, très clairement, ce que ça veut dire la suspension. La suspension, ça veut dire qu'on prend... Alors déjà, nous, ce qu'on souhaite, c'est l'abrogation. Si nous n'avons pas l'abrogation, la suspension, c'est... Il y a des choses qui ont été mises en place, nous le regrettons, nous continuons à le combattre, mais ça s'arrête. Eh bien ça, cet arrêt par la loi, pour le moment, est écarté par le président et par un nombre important du bloc du socle commun. En fait, pour donner l'exemple, aujourd'hui on est à 62 ans et 9 mois. Depuis le 1er octobre. Suspension. Ça veut dire que la prochaine borne qui est au 1er janvier 2027, si j'ai bien compris, en fait, on ne va pas à la prochaine borne. On reste à 62 ans et 9 mois. Ce que lui dit, c'est on continuera à passer les bornes, mais on peut peut-être échelonner un peu plus sur l'âge, même pas sur le nombre de trimestres, puisque vous savez que, par ailleurs, ils ont accéléré la mise en application de la réforme Touraine. Ça, ils ne veulent même pas en parler. Vous voyez bien que quand on parle de l'abrogation et qu'on arrive à juste sur la mesure d'âge et pas les trimestres et pas suspension mais prolongation ou décalage dans le temps, bon, ça il reste pas grand-chose à la fin. Non, il ne ralentit pas. Non, il ne ralentit pas l'application de la réforme. Ouais. La réforme, elle contient une accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire la durée de cotisation. Cela, il n'a pas été question d'y toucher. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement la borne de 63 ans pour certaines générations serait au 1er janvier 2027 et qu'il pourrait potentiellement dire attendons la présidentielle. Mais aujourd'hui, ça veut dire que finalement, tout reste. Et donc que la réforme, elle s'applique. Et en donc fait, ça, c'est ce que nous ne souhaitons pas. C'est comme sur l'histoire du SMIC, où il nous expliquait que si vous étiez en couple, au SMIC, sans enfant, peut-être que vous payeriez plus d'impôt sur le revenu. Et quand ils comptent à la fin combien de personnes ça concerne, ils se sentent obligés de faire un démenti tellement ils comprennent, après avoir donné leur avancée, qu'en fait, ça ne concerne personne. Sur les retraites, franchement, il faudrait qu'on compte. Évidemment, on n'a pas fait là, dans les 10 mètres qui nous séparaient de vous. On va compter, mais c'est peanuts. C'est peanuts. Et je rappelle quand même, pour ceux qui sont très sur la crédibilité économique et qui sont sur cette boussole-là, c'est leur droit, que la dissolution a coûté à l'économie de manière directe 15 milliards d'euros. Qu'elle a coûté 0,5 points de croissance immédiatement. Juste l'action de la dissolution, je ne vous parle même pas de tout ce qui se passe depuis un an où rien n'avance. Et donc, à un moment, y compris avec un simple raisonnement économique, tout ça n'a aucun sens. Parce que la suspension, on avait chiffré que c'était la première année, c'était 3 milliards d'euros. La suspension de la réforme que l'on demandait. Comment pour 2026. Et donc du coup, 3 milliards d'euros, même ça, ils sont pas capables de le faire. Ils préfèrent que ça coûte beaucoup plus cher à l'économie, mais avoir tenu. Enfin, y compris d'un point de vue économique, c'est irresponsable. Donc voilà, je pense qu'on vous en a dit assez. Là, on va laisser la place aux autres. Vous venez d'entendre